souvent des conférences qui sont assez monothématiques entre des femmes soit africaines ou arabes, et le croisement ne se fait pas toujours. Je me suis dit, le printemps arabe, qui se transforme pour les femmes en automne et parfois peut-être hiver arabe, c'est l'occasion maintenant de voir comment ça se prolonge par rapport aux droits des femmes et comment ensemble on peut poursuivre ce combat pour l'égalité. En fait, moi j'ai séjourné pendant 3 mois aussi bien en Égypte, au Caire plus précisément, qu'à Tunis. Et j'ai pu donc tâter le terrain, prendre le pouls de la situation 2 ans après les révolutions, et j'ai senti beaucoup d'espoir, bien entendu, mais aussi de l'inquiétude parce que ceux qui ont gagné les élections, ce sont les mouvements islamistes, que ce soit donc en Tunisie et en Égypte. Et malheureusement en Égypte, donc il y a eu quelques projets de loi qui ont été soumis au Parlement. Ils sont pas passés, bien entendu, mais ils ont tout de même été proposés et qui touchaient directement donc aux droits des femmes et au statut des femmes. Alors le premier, c'était d'abaisser l'âge du mariage de 18 ans à 13-14 ans. Le deuxième, c'était restreindre encore davantage la possibilité des femmes à divorcer, alors que le divorce est déjà extrêmement réduit en Égypte pour les femmes. La répudiation est largement généralisée et exercée par les hommes. Le troisième projet de loi, à savoir la décriminalisation de l'excision. Et le quatrième, qui est assez grotesque et qui est celui de permettre aux hommes la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec le cadavre de leur femme, soit 6 à 12 heures après leur mort. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne, d'autant plus que je viens de publier un livre qui s'appelle L'automne des femmes arabes et qui traite donc de la question des printemps arabes et de la place des femmes dans ces printemps. C'est un processus. Il ne faut pas penser que c'est un point d'arrivée. Le printemps comme l'automne, il faut dire qu'il y a encore beaucoup d'automne et beaucoup de printemps. Et donc c'est un processus. Et le travail comme elle fait et la sensibilisation comme cette conférence, ça nous permet d'être très vigilants. Je voyage d'un côté et de l'autre, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Ma question est très pragmatique. Tant l'Afrique subsaharienne que l'Afrique du Nord est pour le moment traversée par différents types de financement, des fonds d'investissement. On a parlé des fonds souverains via les fonds qataris ou les fonds saoudiens. Ma question c'est, étant donné que ce type de fonds finance un certain type d'activité, quelle est votre réflexion actuellement en termes techniques, juridiques et économiques pour pouvoir faire face ou pouvoir intégrer la valeur des femmes dans ce type de financement? Parce qu'en fait, on sait très bien que l'Arabie Saoudite, elle a créé autant de mosquées, notamment au Sénégal, mais elle a trouvé un terrain déjà en Casamance. Et donc, il y a des liens qui se font entre types de financement et philosophies qui sont implémentés dans ces pays. Tout comme pour l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Et on a la remontée maintenant en France ou en Belgique, mais dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc ce type de dynamique est identique, que ce soit l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord ou en Europe, par le véhicule de ce type de financement particulier. Et je voudrais voir quelle est la réaction de chacune d'entre vous pour savoir comment contrer ce type de financement ou comment l'influencer de manière positive. À Tunis, nous avons rencontré des jeunes Africains subsahariens qui ont été parqués dans le désert. Au Maroc, comme partout là, ils étaient là, ils sont parqués. Ceux qui n'ont pas pu traverser pour aller en Espagne. Et donc, on s'est dit, il y a là des choses que l'Europe, comme les États démocratiques, devraient contrecarrer. Quels sont les autres fonds qu'eux donnent pour contrecarrer cela? Parce qu'ils vont investir, par exemple, dans les sociales et comme des œuvres. Mais c'est pour recruter. Ils ne feront pas dans les écoles coraniques, mais ils feront dans leurs œuvres. Donc la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Je vous remercie.
il faut que la révolution se poursuive et elle se poursuivra grâce aux femmes et avec les femmes, parce qu'il ne peut y avoir de démocratie si les droits des femmes ne sont pas respectés et si l'égalité n'est pas une égalité de droit, mais aussi une égalité de fait. Quelle est la position des femmes tunisiennes quant à la manière de s'exprimer des femmes avec leur corps? Sur l'Égypte et sur la Tunisie, vous avez dit des choses absolument terrifiantes. Quand j'ai entendu l'histoire de la nécrophilie, qui était autorisée ou qu'on voulait peut-être autoriser, j'ai eu le sang glacé. Heureusement, j'étais assis. En ce qui concerne les droits des femmes en Tunisie, c'est très clair, avec l'histoire de Bourguiba et le statut personnel du 13 août 1956. C'est très clair également en ce qui concerne comment dirais-je, la Turquie, que nous voyons dériver aujourd'hui grâce à M. Erdogan. Et je me demande où on va. Je dois vous l'avouer, je suis extrêmement inquiet concernant tout cela. La Tunisie, il y a 20 ans, était un pays qui, en réalité, sur le plan ne fût-ce que de l'éducation, était un pays relativement avancé. Nous prenons la Turquie aujourd'hui. Sur le plan de l'éducation des femmes, c'est un pays qui était très avancé. Et pourtant, nous constatons que très rapidement, en l'espace de 2-3 ans, la Tunisie repasse vers le Moyen-Âge. Et la Turquie est au bord de cela. Donc dans 2-3 ans, peut-être que tout ce qu'ils ont pu engranger avec Atatürk va se retrouver au niveau de la Tunisie. Ça me pose beaucoup de problèmes. Alors une question fondamentale, mais à mon avis, il n'y a personne qui se pose cette question-là parce que tous nous sommes convaincus d'une chose, c'est que éducation égale progrès. Je n'en suis plus tellement sûr parce que simplement, vous prenez l'Afrique noire, regardez les pays les plus avancés sur le plan de l'alphabétisation. C'est quoi? Ce sont les pays de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des pays comme le Nigeria, c'est là où il y a le plus grand nombre d'universitaires, ainsi de suite. Et ce sont aussi les pays qui avancent le plus rapidement vers l'obscurantisme. Alors, pouvoir dire éducation égale progrès ou développement, il faut vraiment se poser des questions. Je suis très touchée par la révolution arabe, puisqu'en tant que malienne d'origine, le Mali a subi quand même avec ces révolutions un effet collatéral. Et on sait que le nord du Mali a été la cible de mouvements indépendantistes qui ont pactisé avec les islamistes. Et on a vu dans le nord du Mali la charia s'imposer. On a vu les femmes tomber sous le joug d'une régression djihadiste, moyenâgeuse. On a vu des femmes confinées au voile. On a vu des lapidations. On a vu flagellation. Et vraiment, je me suis dit... ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe également chez moi. Et je pense que le combat commun est un combat solidaire. Je dis toujours que la régression obscurcit tous les cieux. C'est comme un nuage radioactif. Il ne s'arrête jamais aux frontières. Et quand on pense que la régression s'arrête chez les voisins, on dit en Afrique, quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre parce qu'elle risque d'atteindre la tienne. Et moi, je fais les parallèles également avec ce qui se passe non seulement le printemps arabe, ce qui se passe en Afrique. Et pour ça, l'intervention de Madame Albertine Tudibondji, pas facile à dire, une femme admirable et remarquable, était très intéressante parce qu'elle a placé le contexte des oppressions dont les femmes sont victimes en Afrique subsaharienne. Alors que ce qui est en cause, ce n'est plus la religion musulmane, ni les religions, mais le patriarcat, les us et coutumes. Moi, je me sens solidaire de la destinée, du destin de toutes les femmes parce que nous sommes le maillon d'une même humanité. Je veux dire, lorsque j'ai vu ce voile noir tomber sur le Mali, je me suis sentie malienne parce que je sais les souffrances un petit peu. J'ai vécu la montée de l'islam politique en Algérie. Je sais à quel point l'islam politique constitue la négation de la vie et de tout ce qui est de tout ce qui incarne la liberté, la beauté, l'art, la culture, la jouissance.
l'amour de façon générale. Donc aujourd'hui, je suis totalement solidaire de toutes les femmes du monde d'ailleurs pour leur combat vers l'égalité, la liberté, la justice. Je pense que c'est des combats universels qui méritent notre admiration à tous et à toutes. Dans les traditions aussi, il y a les principes de respect de la dignité humaine. Mais seulement, c'est au niveau des pratiques que ça pose problème. Et dans les pratiques, nous constatons justement que c'est l'être humain masculin qui est considéré comme supérieur par rapport à la femme. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des discriminations à l'égard de la femme. Je suis émue et je suis très très heureuse, Djemila, de t'avoir connue aussi. Je crois que vous êtes des femmes vraiment remarquables, vous êtes pour moi vous êtes des icônes. Et je voudrais être comme vous, je voudrais faire même 1/100e du travail que vous faites. Mais peut-être sur le terrain parce que je ne suis pas assez intellectuelle. Qu'est-ce que vous pensez de vos intellectuels diaspora se trouvant en Belgique et que leur connaissance, enfin que leur diplôme ne soit pas reconnu en Belgique? Moi je parle en fonction de ce que je sais, les médecins et les infirmières par exemple, et venant de chez vous, diplômés et arrivés en Belgique, s'ils veulent travailler, s'ils veulent entreprendre une carrière, ils doivent tout recommencer à étudier. L'éducation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut le changement de mentalité, le changement de représentation. On a voté dans les constitutions la parité, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des pratiques, les lois contraignantes pour que la parité soit vraiment, pas uniquement lettre morte, mais un effet important et sur les hommes et sur les femmes. Je pense qu'on est en bonne voie, d'abord parce que ce sont des femmes qui ont vraiment de grandes compétences et qui ont, contrairement à ce qu'on pense, une grande maturité dans ce qu'elles devraient faire aujourd'hui pour faire reconnaître leurs compétences. Et je ne veux donner que pour exemple ce collectif qui s'est mis en place grâce à l'impulsion du rapport fait par l'association Bruxelles Vivre Ensemble de Latifa Gadouche, qui a réussi à rassembler autour d'elle, à la suite de ce travail de recherche fait sur la Belgique, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, et sur l'état des lieux des compétences et des savoir-faire des femmes migrantes. Et aujourd'hui, on a un collectif de femmes qui font le plaidoyer auprès des instances politiques et de certains ministères, vraiment avec des priorités à tenir compte si on veut réellement que les femmes d'origine migrante, que les femmes africaines aussi, parmi celles-là, puissent travailler, parce qu'il s'agit d'emploi. Les compétences, c'est pour permettre à travailler, mais dans des bonnes conditions et à juste valeur. Et donc, dans notre conférence, nous sommes allés aux origines des discriminations qui peuvent nous faire comprendre pourquoi, en pratique, il n'y a pas cette application du droit pour l'être humain féminin. Il y a un phénomène, quand on est à Kinshasa, on voit plein de groupes de prières qui prennent en otage les femmes intellectuelles, les femmes universitaires. Et c'est là qu'on apprend gentiment à la femme à se rabaisser, à se soumettre et à faire n'importe quoi. Et ici à Bruxelles, je vois le même phénomène. Quand on circule à Bruxelles, on voit des gens qui distribuent des prospectus pour amener les gens dans des groupes de prières. Et de plus en plus, il y a des groupes de prières à Bruxelles. Et pour faire partie vraiment si vraiment on a besoin d'amis ou s'attacher à ses racines, on doit faire partie de ces groupes de prières. Moi, je suis vraiment très inquiète, je suis mère. Et des fois, je vois ma fille qui me dit « Maman, je vais aller prier, je vais... » Et moi, je dis, mais non, là, ça ne va pas. Non, il y a mes amis qui sont dans le groupe des prières. Et ça m'inquiète vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la diaspora ici? On ne le sait pas, mais quand même, les femmes sont prises en otage ici par les groupes des prières. Les enfants sont menés dans des groupes de prières par les parents. On organise les prières le mercredi, parce qu'on sait que les femmes vont amener leurs enfants. On dit que les enfants, c'est cultive. Je veux bien, on peut prier si besoin est, mais qu'on laisse aussi aux enfants, à nos filles, le temps d'aller au théâtre, le mercredi, du cinéma. C'est aussi une façon d'avoir de la culture. Tout n'est pas négatif, il y a des valeurs positives. Et c'est les femmes qui transmettent certains aspects même de ces traditions socio-culturelles. Et dans nos traditions, nous allons y puiser les valeurs d'humanité.
les valeurs qui enrichissent et qui épanouissent l'être humain masculin et féminin. Et c'est la mère, la femme, qui perpétue certains aspects négatifs de la tradition. D'où l'enjeu de l'éducation et de la femme en Afrique. C'est le titre de mon ouvrage, Enjeux de l'éducation de la femme en Afrique. Et j'ai approfondi les cas des femmes congolaises pour qu'on ne me dise pas que je parle en général. C'est surtout la conception de l'être humain, homme ou femme, dans les cultures africaines, au niveau socio-culturel et religieux, parce que la culture est plus large, il y a aussi les religieux, les croyances, les coutumes, etc. C'est là où il y a la base des discriminations, surtout dans les sociétés patriarcales. Nous devons ensemble nous mobiliser, parce que la démocratie, elle commence par quoi? Par l'engagement citoyen. Les femmes sont un baromètre, c'est un baromètre de la société. Quand le monde va mal, ce sont elles qui en font les frais. Mais quand les femmes en font les frais, toute la société finit par en prendre la mesure. Au Mali, les femmes peuvent parler. Elles peuvent parler. Actuellement, c'est vrai que l'intégrisme prend le dessus. Et comme ils l'ont dit tantôt au cours de la conférence, parce que les religieux dominent actuellement et essayent de museler les femmes. Mais certaines femmes n'ont pas la bouche dans leur poche. Elles expliquent aux autres femmes leurs droits et tout ce qu'elles peuvent revendiquer en matière d'émancipation de la femme, en matière d'éducation, en matière de santé. Donc il y a des femmes qui le font. Donc les mêmes libertés, je ne dirais pas, mais quand même il y a des pas qui sont faits dans ce sens-là chez nous. Le Parlement égyptien, constitué à 75% donc d'islamistes, occupe leur temps à palabrer sur les femmes, alors que la société est en pleine ébullition, qu'il y a des besoins concrets, le système éducatif, la santé, le logement, le chômage. On ne peut pas dire que c'est parce que les gens manquaient d'éducation ou bien de raffinement ou que sais-je qu'on a assisté à cette dérive. Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a aucun peuple immunisé contre les dérives. Il n'y a aucun peuple immunisé contre les fascismes, malheureusement. L'histoire européenne le démontre bien à quel point aussi la peste noire, aujourd'hui malheureusement c'est la peste verte, eh bien, peut s'emparer et peut balayer des populations. Mais heureusement, et je finirai là-dessus sur un vers d'un poète turc que j'aime beaucoup qui s'appelle Nazim Hikmet et qui disait la tyrannie n'est pas éternelle. Et donc cette conférence était vraiment un regard croisé extraordinaire avec des femmes de tout horizon. Et je pense que le but est atteint. Parce que d'abord, on a compris, enfin on le savait déjà, mais on a pu mesurer combien le combat se rassemble et aussi permettre à ces femmes d'aller plus loin, de pouvoir en tout cas tisser des réseaux et de comprendre que finalement, ici ou ailleurs, le combat il est le même. Moi je pars avec deux préoccupations. Tout à l'heure, on a parlé de femmes, mais de femmes en Afrique, sur le terrain africain. Cela m'a ramené en réalité sur la protestation la plus importante, maximale qu'on pourrait avoir dans nos propres pays. En réalité, c'est lorsqu'une femme se dénude.